Alors, quatrième vidéo concernant la mise en service d'une installation. Donc on a fait l'étanchéité, on a vu le tirage au vide, on a fait la charge. Donc je rappelle, hein, on en est là. Hop, excusez-moi. Voilà, donc notre installation est chargée. Et donc, du coup, les vannes ici sont fermées. Et donc on ne fait que lire les pressions via donc, les manifolds. Donc si maintenant on veut faire des mesures de température, hein, puisque pour savoir si l'installation est correctement chargée, il va falloir mesurer les pressions et les températures. Donc, petit rappel, eh bien, on va aller mesurer la température d'évaporation et on va la comparer à la température d'évaporation prévue. Attention, hein, ce n'est qu'indicatif, hein, puisque suivant la sélection du matériel qu'on a faite, eh bien, il y aura peut-être des variations. Maintenant, la température de condensation, ce sera votre température extérieure. Donc, vous mesurez la température extérieure et vous rajoutez un delta T. Alors, ce delta T, si vous êtes dans une région où la température extérieure est inférieure à 32 degrés, eh bien, vous pourrez prendre 10 à 15 degrés, donc si on est sur un condenseur à air. Et si la température extérieure est supérieure à 32 degrés, on prendra maxi 10 degrés sur le condenseur à air. Donc, en imaginant qu'il fasse 28 degrés dans votre région, 28 plus 10, ça fait 38, 28 plus 15, ça fait 43, donc votre température de condensation devrait se situer entre 38 et 43 degrés. S'il fait 28 degrés, le jour où vous faites votre charge. Voilà, donc je passe donc au sous-refroidissement. Donc le sous-refroidissement, eh bien, il n'est pas constant, hein. Il dépend donc de la température extérieure. Donc il sera quasiment de 5 degrés en été et il pourrait être nul en hiver. En théorie, hein, quand on veut le mesurer, ben, c'est la température donc liée au mano moins la température sortie condenseur. Température de condensation moins température sortie condenseur. Voilà, ici, on sait bien que on fait des erreurs de mesure incroyables. Donc du coup, nous on a vu qu'il y avait une méthode plutôt fiable. C'était pour un fluide pur, eh bien, prendre une des crosses au milieu du condenseur, faire la mesure de la température, donc là on est censé être à la condensation, et puis avec le même appareil, sur le même genre de surface, même couleur, même forme, on vient mesurer la température à la sortie du condenseur. L'écart nous donne le sous-refroidissement. Maintenant, quand on est sur un fluide 400 quelque chose, avec un glissement important, il faudra faire la même chose, sauf que c'est plus au milieu qu'on va se mettre, mais au dernier tiers du condenseur. Donc, dernier tiers du condenseur, sortie du condenseur, on aura la valeur du sous-refroidissement. Voilà. Pour la surchauffe fonctionnelle, eh bien, même problème que pour le sous-refroidissement, hein, quand on est sur un fluide à glissement, on n'aura pas les mêmes choses. Alors, la valeur qu'on doit mesurer, c'est de 4 à 8 degrés de surchauffe fonctionnelle, donc réellement créée par le détendeur. En théorie, c'est la température de sortie évapo moins la température d'évaporation. On sait que c'est faux. Et en pratique, eh bien, on va prendre la température sortie d'évaporateur moins la température sortie détendeur. Donc, c'est toujours pareil. S'il y a du glissement, eh bien, forcément, il y aura un écart. Donc, je viens donc ici positionner mes sondes. Pardon, excusez-moi. Et ici, je vais pouvoir mesurer l'intensité absorbée et la comparer donc à l'intensité que me propose le compressoriste au régime de fonctionnement qui est le mien, celui que j'ai mesuré au-dessus. Donc on va voir ça un peu plus tard. Donc ici, si on vient sur notre installation, si je viens rajouter mes points de mesure, hop, et bien qu'est-ce que j'ai? J'ai ici avec mon mano BP, avec mon flexi, par exemple, je dis et mon mano, j'ai ma pression d'évaporation. Donc avec une appli, ma température d'évaporation. Ici, je mesure ma pression HP, donc avec une appli, je mesure donc, eh bien, dites-moi la température de condensation. Ici, en mesurant dernier tiers condenseur, sortie condenseur, je mesure bien mon sous-refroidissement. Et en mesurant sortie évaporateur, sortie détendeur, sortie évaporateur, je mesure soit la surchauffe fonctionnelle, soit la surchauffe qu'on va appeler surchauffe totale évaporateur, si on est avec un fluide à glissement. Alors, juste hein, pour qu'on voit bien, donc ici, je reviens,
Je sors d'ici, je viens choisir du R134A. Donc au régime moins 10, surchauffe de 5 dans l'évaporateur, surchauffe de 15 degrés dans la conduite d'aspiration, donc le chauffement moteur. Voilà, le rendement je laisse se débrouiller avec, le saut refroidissement je mets 5 degrés. Et je condense à 45. Voilà, calcul, je viens tracer ici mon cycle. Voilà. Et donc on retrouve bien ici le sous-refroidissement. Donc si je viens mesurer le dernier tiers condenseur, sortie condenseur, c'est bien cet écart que je vais avoir. Et ma surchauffe fonctionnelle, c'est bien sortie d'étendeur, puisque je suis sur une isotherme qui est comme ça, puisqu'on est sur un fluide pur, sortie d'étendeur, c'est ça. Et sortie évaporateur, je suis bien ici, et j'ai donc ici la valeur de ma surchauffe. Voilà, donc pas de souci. En mesurant sortie d'étendeur, j'ai bien la surchauffe fonctionnelle. Si je passe avec un fluide à glissement, donc là je sors ici, hop, je vais chercher le 407C. À moins 10, avec une surchauffe de 5, condensation à 45, sous-refroidissement de 5, je laisse débrouiller avec la compression et je mets 15 degrés d'échauffement moteur. Si je viens tracer le cycle, observez, donc ici, méthode pour sous-refroidissement, donc dernier tiers condenseur, sortie condenseur, donc là je mesure bien mon sous-refroidissement, tout va bien. Mais là ici, en fait, quand je fais sortie évapo, c'est cette température que je mesure, donc on est à peu près à quasiment à moins 14, et sortie d'étendeur, pardon, je suis à moins 14, sortie évapo, je suis à, je sais pas, aux alentours de moins 5. Donc moins 14, moins 5, ça fait 9 degrés. 9 degrés de surchauffe totale. Alors que j'ai rentré, moi, 5 degrés de surchauffe fonctionnelle. Donc, ici, il faudra faire gaffe. Ici, c'est 4 à 8 degrés de surchauffe, plus le glissement. Voilà, alors concernant l'intensité absorbée, donc ici, si vous avez un compresseur donc, de chez Copland, en admettant que ce soit voilà celui-ci, que vous travaillez au 449, voilà, ok, que vous évaporez à moins 10, vous avez une surchauffe fonctionnelle de 5, que vous avez condensé à 45, et vous avez un sous-refroidissement de 4, allez, on va mettre 5 degrés, voilà. Et bien, observez ici, on vous dit que ce modèle, pour ce fluide, à ce régime de fonctionnement, eh bien, consommera 8,58 ampères. Donc vous, si vous mettez une pince ampère-métrique sur la lime, eh bien, vous allez pouvoir mesurer l'intensité absorbée de votre compresseur et donc la comparer à la valeur qui doit être celle annoncée par le compressoriste. Elle devrait être très proche. Voilà. Donc avec tout ça, vous avez donc de bons critères de charge. Alors si, eh bien, on va faire une analyse après, mais suivant donc vos mesures et l'analyse qu'on va faire, s'il manque de charge, il faudra faire un appoint, et si vous avez assez de charge, il va falloir démonter votre bouteille. Donc je vous invite à regarder une autre vidéo concernant donc maintenant l'analyse des mesures. A tout de suite.